2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est l'heure de retrouver notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios, il s'est déplacé et c'est tout à son honneur aussi, Monsieur Ismaël Mounir qui est un prédicateur, imam, conférencier. Monsieur Ismaël Mounir, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios sur France Maghreb 2. Merci à vous de m'accueillir. On a souhaité échanger un petit peu avec vous parce qu'on est un peu inquiet concernant les dérives de Nathalie Kosciusko-Morizet qui est, on le rappelle, la seule candidate qui fait partie du casting qui vont se présenter donc aux primaires des Républicains les 20 et 27 novembre prochains. J'avais eu à titre personnel l'occasion de l'interroger lorsqu'elle était candidate à la mairie de Paris. J'avais l'impression d'une femme qui était assez sincère avec elle-même et j'allais dire même à l'écoute de la communauté franco-musulmane. Enfin, appelez-la comme vous voulez d'ailleurs. Et puis eh bien que nenni, cette déclaration donc d'intention de se présenter aux primaires a fait que Nathalie Kosciusko-Morizet eh bien a littéralement changé de discours, nous a même inventé d'ailleurs un nouveau courant religieux, le koufarisme. Vous l'avez connue, elle est de Longjumeau. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos liens, enfin ce qui vous a rapproché d'elle? Alors, elle n'est pas de Longjumeau, mais il se trouve qu'elle a été maire de Longjumeau. Oui, c'est pour ça que je parle de Longjumeau. Voilà, elle a été maire de Longjumeau, mais sinon elle est pas. C'est une parachutée quoi. Voilà, elle est pas native de Longjumeau et elle habite pas Longjumeau. Ouais. Donc moi, à l'époque où Nathalie Kosciusko-Morizet était maire, il se trouve que le président de l'association musulmane c'était mon frère. Ouais. Et moi, j'étais responsable du culte. Donc, dans ce cadre-là, on a une mosquée qui est très petite dans un pavillon. Et avant que Nathalie Kosciusko-Morizet arrive aux affaires, eh bien, on avait déjà des relations avec la mairie en place. Et donc, elle, quand elle est arrivée, elle s'est insérée dans un processus et on a continué les bonnes relations, les relations citoyennes, cordiales qu'on avait avec la mairie d'avant. On a continué sur la lancée avec Madame Kosciusko-Morizet. Qui était à l'écoute? Oui, elle était à l'écoute. D'ailleurs, dans son équipe municipale, il y avait des gens qu'on connaissait très très bien. Certains étaient de confession musulmane, d'autres non. Et donc, naturellement, avant même les élections, elle s'est présentée à nous pour qu'on puisse faire connaissance, etc. Et elle a écouté nos doléances, etc. On a essayé de faire connaissance et ma foi, c'était plutôt bien parti. Bien parti, vous dites bien parti. Il y a eu un virage? Non, en fait... Alors moi je vous donne c'est un ressenti personnel, ça n'engage que moi. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Je pense que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, même lorsqu'elle était maire de Longjumeau, c'est une personne qui est très ambitieuse et qui avait, si vous voulez, eh bien des aspirations plus nationales. Et par conséquent, peut-être que Longjumeau c'était juste provisoire et un tremplin. Et donc, je pense que dans sa manière de gérer la ville de Longjumeau, notamment par rapport à la communauté musulmane, elle avait très peur que une chose qu'elle puisse faire au niveau local puisse être après avoir des répercussions. Voilà, au niveau national. Donc, avec nous, par exemple, elle avait des positions de principe où elle voulait bien nous aider, mais il fallait pas que trop ça se sache, etc., que ce soit un peu caché, etc. Et puis, dans son discours aussi, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le maire d'avant, c'était une personne qui au début voulait pas nous recevoir et à force de courrier, etc., on a réussi à entamer un vrai dialogue et je pense qu'on a réussi sincèrement à le faire évoluer. Ah bon? Or, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, on était dans la même démarche. On s'est dit c'est l'occasion aussi de rencontrer des responsables politiques de premier plan et de discuter avec eux et de leur montrer que en fait les musulmans de France, ça peut être tout à fait des musulmans très attachés à leur religion, mais aussi des Français à part entière et très attachés à la fois à la France, à la culture française. Donc on voulait nous sortir d'un discours porteur d'une vision dichotomique où il y aurait des Français de confession musulmane d'un côté et des Français qui seraient pas de confession musulmane d'un autre côté. Et on voulait être, nous, si vous voulez, incarner une vision un peu plus harmonieuse de la société française. Moi, personnellement, j'ai été très frustré sur ce cadre-là, puisque Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, dans les échanges qu'on avait avec elle, elle était vraiment très orientée vers des questions électoralistes. Elle nous parlait de son électorat. Elle est beaucoup dans l'anecdote. Elle nous disait beaucoup, oui, mais quand il y a les prières le vendredi, on m'a dit que un tel a fait que, etc. Et donc, c'est très compliqué, si vous voulez, de discuter avec une personne et d'avoir un point de vue extrêmement large, extrêmement profond, d'avoir une vision à long terme, dénuée si vous voulez, de considérations électorales, de sondages, etc. Et d'un autre côté, d'avoir à vous, en face de vous, une personne qui normalement devrait, elle, incarner la cohésion nationale. Et finalement, on s'aperçoit que dans sa carte mentale, et en vérité, c'est autre chose qu'il y a derrière. Les valeurs, les principes, c'est secondaire. C'est d'abord des questions électorales, de communication, d'image.
Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir à l'heure actuelle. Elle incarne pour moi la politique 2.0, la politique people, les mesures cosmétiques et j'en passe. Donc, si je vous comprends bien, Ismaël Mounir, c'est que le virage qu'on semble découvrir aujourd'hui, celui de Nathalie Kosko-Morizet, ne vous étonne pas. Alors, son virage par rapport à quoi? Par rapport à la communauté musulmane, par rapport à la communauté musulmane, par rapport à un discours qui se veut plus un discours qui se rapproche de Sarkozy que de Juppé, par exemple, si on prend un exemple. Hein. Moi, je pense qu'on a un grand problème en France à l'heure actuelle. Je pense que c'est peut-être lié au niveau moyen de communication, etc. C'est qu'en fait, on lit pas les gens. Donc on se base sur des déclarations comme ça, toutes faites. Il y a un article, il y a un titre qui ressort. On appelle ça des punchlines. De ça. Ouais. Voilà. Et en fait, si vous voulez, on peut pas avoir une opinion sérieuse d'une personne et comprendre sa pensée uniquement à travers une émission de radio où il va y avoir 4 invités, ça va être entrecoupé de pages de publicité, etc. Il faut lire les personnes. Et notamment, les écrits restent, vous avez raison. Voilà. Et les donc, paroles par exemple, s'envolent. Nathalie Kosko-Morizet a écrit un livre. Je crois qu'il est sorti au mois de février. Qui est censé incarner un peu le projet qu'elle porte pour la France pour 2017. Et dans ce livre-là, il y a un passage sur l'islam que moi je trouve vraiment indigeste. Et à mon sens, ça incarne vraiment le décalage entre ce qu'elle essaye de montrer comme image et ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire une personne qui connaît pas la communauté musulmane de France, qui a à mon avis, beaucoup de préjugés et d'a priori, et qui en fait construit par rapport à si vous voulez, à la gestion de l'islam de France, plutôt en fait, on va dire des mesures qui vont bien passer d'un point de vue et donc je pense que effectivement, elle est plus au centre elle penche plus du centre que de l'extrême droite, et donc elle se dit qu'elle a un coup à jouer sur le plan électoraliste par rapport à l'électorat du centre et même des musulmans. Et d'un autre côté, il lui faut un marqueur de droite, et effectivement aujourd'hui, être dur vis-à-vis de l'islam en général, etc. Ça peut lui permettre d'avoir, si vous voulez, un marqueur de droite. Donc on le voit très bien. D'un côté, elle présente des mesures pour faire émerger un islam de France, donc ça lui donne une posture plutôt, on va dire, viable vis-à-vis de la communauté musulmane de France, mais des mesures dont on pourra en parler qui sont très discutables, comme la taxe halal, etc. Et puis d'un autre côté, elle veut incarner quelque chose de dur, et donc elle propose d'interdire donc le koufarisme, le salafisme. Vous connaissez le koufarisme, qui est un conférencier, un imam, un prédicateur? Je l'ai découvert avec donc d'ailleurs je remercie les conseillers en communication de Nathalie Kosko. Ah oui, ils sont très mauvais sur le coup. D'enrichir comme ça notre culture religieuse. Notre vocabulaire qui est déjà bien enrichi avec des mots. Avec un néologisme vraiment inventé là. Ah oui. La sémantique en l'occurrence n'est plus très important dans ce pays. Hein. En tout cas dans la bouche des politiques et des journalistes. Yasser et Hakim, si vous souhaitez interroger évidemment Ismaël Mounir sur ce sujet ou sur d'autres évidemment, profitons de sa présence, j'allais dire, et de son expérience. Vu qu'elle n'est pas son premier coup de communication, parce que j'ai cru comprendre, en 2011 ça parlait d'Achille Parmentier. Là, et après ça a été les enfants qui arrivaient en retard à l'école parce que on se souvient de cet épisode, c'est vrai. Elle n'est pas son premier épisode, Christophe. Oui, c'est vrai. Non, les enfants qui arrivent en retard à l'école parce que les parents les forcent à faire la prière du matin. Et là maintenant, elle parle de koufarisme. Donc, ce que je me dis, toi qui l'as connu en fait, plus ou moins, hein. Est-ce qu'il y a, et elle pour exemple, mais de manière étendue à l'ensemble on va dire, des personnes de la classe politique qui s'intéressent à l'islam, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a un espoir en fait de leur parler, de leur faire comprendre que vous délirez? Est-ce qu'il y a un espoir de créer du dialogue malgré ces délires? Parce que c'est du délire. Moi, je pense que en fait, il faut pas désespérer de faire entendre raison aux responsables politiques. Seulement, en fait, pour leur faire entendre raison, il faut que la conscience politique de la masse, elle monte. C'est-à-dire qu'on a les politiques qu'on mérite, d'accord ? Alors. Là, par exemple, nous, effectivement, moi, ce dont je me réjouis, c'est que suite à ça, la communauté musulmane de Longjumeau qui a été sous le choc, il y a eu plusieurs courriers qui ont été faits. Il y a eu même un courrier qui a été publié dans le Nouvel Observateur, mais en fait c'est si vous voulez des gens qui contribuent sur un site internet, etc. D'une femme qui fréquente notre mosquée et qui est cadre et qui a écrit et qui connaît très bien la mosquée de Longjumeau et qui savait la nature des relations qu'on avait avec Nathalie Kosko-Morizet. Oui. Mais hélas, si vous voulez, on s'aperçoit que la conscience politique de la masse des gens, en fait du peuple de France, j'ai envie de dire, elle a tellement chuté
que finalement, on vote pour quelqu'un, on s'excite pendant les élections, d'accord, législatives, municipales, présidentielles, et puis après on le laisse. Et puis pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Mais toi, en tant que responsable d'une association musulmane ou conférencier, la masse dont tu parles, il serait pas plus pertinent de parler de la masse de Français musulmans qui ont... Non, moi est-ce qu'ils sont en face d'une réalité où il faut qu'ils prennent conscience vraiment de l'importance de la politique? La masse des musulmans par rapport aux faits politiques, je vois qu'ils sont... Je fais pas de différence avec si tu veux, les Français qui seraient pas de confession musulmane. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un désintéressement par rapport aux affaires, aux questions politiques. Il y a, si tu veux, un abaissement mais qui est hallucinant du niveau du discours politique, d'accord? Oui. On joue sur les émotions, sur les sensations, on fait des effets d'annonce, etc. Mais c'est les musulmans qu'on pointe du doigt. D'accord, mais je te dis, les politiciens de manière générale, par exemple, quand c'est des élections, la manière dont on traite la question économique, par exemple, mais je veux dire, il suffit d'avoir un minimum de culture économique pour savoir qu'on nous raconte n'importe quoi. On te parle de la France comme si on était dans une économie fermée alors qu'on est dans une économie ouverte, etc. Donc si tu veux, à partir du moment où on est dans une société qui est dans le tout pour le divertissement, la futilité, la superficialité, qu'on abaisse le niveau de culture, qu'on abaisse le niveau de vocabulaire, etc. Quelque part, on laisse, si tu veux, le champ à des gens qui vont venir, qui sont instruits, qui maîtrisent la communication et qui vont nous endormir avec des discours, etc. Simplistes. Et cette affaire de NKM, c'est pas une occasion pour vous en tant que, enfin vous, toi et les confrères conférenciers de sensibiliser les Français, les musulmans français qui sont habilités à avoir la carte d'électeur, Christophe, j'en reparle. Oui. C'est pas une occasion d'en parler, de les inciter, de leur dire réveillez-vous, avant le 31 décembre, il fallait prendre sa carte pour participer et s'exprimer. Mais j'ai même envie de te dire que moi, en tant que citoyen français, j'ai même envie de me servir de cette histoire pour inviter tous les Français à s'intéresser à la question politique, à demander des comptes à leur politique et à prendre une carte d'électeur. Pas simplement parce que même par exemple dans la ville là, t'as des Français qui sont pas de confession musulmane et que si demain on construit une mosquée, ils sont impactés. Donc quelque part ils sont aussi concernés par la manière dont la maire elle gère la ville. Comment à un moment donné, on nous prête des gymnases pour la fête de l'Aïd, on fait un certain nombre de choses et après on va dire dans les plateaux de télévision qu'en fait c'est une mosquée dangereuse, c'est du salafisme, c'est le terrorisme. Je veux dire, on est dans un jeu extrêmement malsain. Et le but du jeu, moi, si je suis français, certes je suis musulman, je suis français, ce que je veux c'est le bien de mon pays. Et pour moi, le bien de mon pays, c'est qu'on puisse vivre dans la liberté, l'égalité, la fraternité, la prospérité, et pas qu'on nous oppose les uns aux autres en jouant sur les peurs, en exacerbant les tensions communautaires, etc., etc. Yasser. Moi j'avais une question plutôt qui concerne donc les autres associations musulmanes. Je reste sur mon sujet, mais puisque j'ai reçu moi un courrier, des courriers concernant ce qui s'est passé à Longjumeau, notamment une vidéo à transmettre, à partager avec le plus grand nombre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un risque si, entre guillemets, on vous soutient trop, sachant que derrière, eux, ils sont vraiment bien armés, et que nous, aujourd'hui, on est plutôt désunis, pas armés, justement, face à de tels propos. Par exemple, notamment au niveau des mosquées, vis-à-vis de leur mairie respective. C'est-à-dire, ce serait quoi le risque, concrètement? Par exemple, que quelqu'un s'affiche publiquement en vous soutenant, et que derrière, il se fasse laminer, tout simplement. Un politique? Un politique, oui, par exemple, oui. Par exemple, c'était... Après, est-ce qu'on vous a soutenu déjà? Alors, par exemple, il y a un conseiller municipal qui est à l'heure actuelle conseiller municipal, qui l'était également sous Nathalie Kosciusko-Morizet, d'accord, qui était dans l'équipe municipale de Nathalie Kosciusko-Morizet. Aujourd'hui, il est adjoint au maire, il s'occupe de la voirie, donc c'est pas rien quoi, et qui a pris parti ouvertement. Il a signé son nom, il a même fait un communiqué sur Facebook, et d'ailleurs on le reprend dans la vidéo qu'on a demandé de faire tourner. Après, si tu veux, il y a aussi une question de valeur, une question de vérité, etc. Il y a des gens, et Dieu merci ça existe encore, français ou pas français, de confession musulmane ou pas, qui ont des principes, et à un moment quand ils savent que on ment et qu'on salit votre honneur, ils sont prêts à prendre votre défense, même si ça peut leur coûter un certain nombre de choses. Donc d'un autre côté, est-ce que aussi aujourd'hui on n'a pas justement une crise en termes de valeur, et que pour toujours défendre son confort, on n'ose plus dire les choses, etc. Est-ce que justement c'est pas une des raisons qui fait que le monde va mal aujourd'hui, et que justement on devrait revenir à des choses simples? La vérité elle se dit, et même si ça fait pas plaisir parfois, il faut dire les choses. Ismaël Mounir qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2, je profite de votre présence pour vous poser une vraie question que j'ai posée à pas mal de conférenciers ou d'imams ou de prédicateurs.
J'avoue que je reste un peu sur ma faim concernant la réponse. Aujourd'hui, on dit quoi? Daesh, c'est l'islam, pour certains. Il y en a qui vont vous dire, monsieur Ismaël Mounir, que effectivement, Daesh, c'est une partie de l'islam se référant à des hadiths qui ne sont pas forcément révélés. N'est-il pas le moment, le temps de vous, imam, prédicateur, conférencier, savant, de faire un peu le ménage sur ce qui est révélé ou pas, de porter la vraie et bonne parole, parce qu'aujourd'hui on constate malheureusement que beaucoup de gens, et là je vais même pas parler des autres, je parle uniquement des musulmans, parlent du Coran sans jamais l'avoir ouvert. C'est un problème, et combien même on parle du Coran, on n'est pas forcément habilité pour comprendre ce qu'il y a dedans, pour comprendre et analyser, j'allais dire, les différents versets et de pouvoir les expliquer, les répéter. Vous connaissez les dégâts du téléphone arabe. Pardon de ma longue question, mais... Je vous en prie, donc ce serait quoi votre question? Est-ce que ce serait pas temps de faire le ménage, c'est ça, etc. Entre autres, oui. Alors, dans votre question, il y a d'abord, est-ce que Daesh, c'est l'islam? Pour vous, est-ce que Daesh se réfère à une partie, même si c'est des hadiths non révélés, mais est-ce qu'elle se réfère à une partie de l'islam qui existe bel et bien? Alors là, en fait, on est plus dans de la rhétorique. La question, moi, si vous permettez, je la poserai autrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver, si vous voulez, des arguments religieux pour justifier les actes de Daesh? À mon sens, non. Maintenant, autre chose. La question du réformisme. Il se trouve que le Coran, c'est un livre qui parle de tout. Donc, il parle de la guerre. Donc, à partir du moment où le livre parle de la guerre, on peut toujours trouver des gens, si vous voulez, qui veulent utiliser certains versets pour leur donner leur faire outrepasser leur sens, d'accord? La Bible et la Torah aussi parlent de la guerre. Voilà, exactement. Ah, oui. Donc le problème qu'on doit se poser, c'est concrètement, est-ce que la problématique du terrorisme, du radicalisme, etc., est-ce qu'elle est liée intrinsèquement à des caractéristiques de l'islam, à ses sources, à des textes, etc., ou le problème ce serait plutôt le lecteur lorsqu'il vient à ces textes-là? La question, si on la pose comme ça change la donne. Moi, à mon sens, le problème, d'ailleurs, il y a un penseur juif qui s'appelle Maïmonide, c'est ce qu'il disait. Il disait le problème, c'est pas le texte en tant que tel. Le problème, c'est le lecteur. Donc, à partir du moment où le lecteur, il est manipulé, il suit ses passions, il est pas outillé, et que quand il va vers les textes, il a déjà une idée. Il cherche simplement il cherche simplement à prendre des versets, etc. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans les communiqués de Daesh. Ils citent des versets. Ouais. Et celui qui a un minimum de connaissances, il sait très bien que les versets qu'ils ont pris, ils les ont sortis de leur contexte. D'accord? Et d'ailleurs, moi, j'ai fait l'expérience. J'ai fait une étude dans laquelle j'ai regroupé tous les versets du Coran qui parlent de la guerre. D'accord? Tous les versets. Ça, c'est une réponse à tous ceux qui prônent, encore il n'y a pas longtemps, que le Coran, comme Zemmour dit, est un livre de guerre. C'est absolument faux. Il y a 6236 versets. Les passages qui parlent de la guerre, ça fait même pas 5%. D'accord? Donc ça, déjà, c'est un gros... Et après, ces fameux parties sur la guerre, alors que disent-ils? Donc alors, si on regarde tous les versets qu'il y a sur la guerre, les passages, alors vous avez Surat al-Baqarah, vous avez Surat al-Ma'ida, vous avez Surat 8, Surat al-Anfal, et après, je veux dire, au-delà de ça, voilà, Surat al-Mumtahana. Il y a quelques passages du Coran. Si on prend les passages, d'accord, et qu'on les lit, et qu'on lit à la fois ce qui vient avant, ce qui vient après, on s'apercevra qu'il n'y a aucun verset du Coran qui vient et qui appelle à la guerre de manière absolue. C'est toujours soit lié à un contexte, et il y a toujours des limites. Par exemple, les limites, c'est lorsque Dieu dit vous devez les combattre, c'est-à-dire ceux qui vous combattent, mais s'ils penchent vers la paix, penchez vers la paix. C'est clair là. D'accord? C'est clair, il n'y a pas plus clair. Donc, et quand c'est expliqué comme ça, si Ismaël Mounir, c'est parfait. Mais si par exemple, quand un gars d'extrême droite, d'accord, il veut faire le film Fitna, qu'est-ce qu'il fait? Il prend simplement des passages du Coran, il coupe et il les décontextualise. Je vais vous donner un exemple qui est frappant. Si vous ouvrez la sourate 60, Surat al-Mumtahana. Surat al-Mumtahana, elle est dans... Déjà, al-Mumtahana, qu'est-ce que c'est? C'est examiner. Et l'imtihan. Et en fait, c'est examiner des femmes qui venaient de la Mecque à Médine, et il fallait les examiner. Pourquoi? Parce que c'est une période de guerre. Les Médinois et les Mécois, ils sont en guerre, et les Mécois, ils pouvaient envoyer des personnes, les espions, l'hypocrisie, donc on demande de les examiner dans leur demande d'asile. Si elles sont sincères, ils les acceptent, il n'y a pas de problème. Et donc c'est une sourate qui parle dans un contexte de guerre, d'espionnage, de stratégie, etc. Les premiers versets sont extrêmement durs. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il faut lire jusqu'au bout. Le verset 8 ou le verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est descendu dans un contexte précis lorsque une des femmes du prophète, elle a eu un membre de sa famille non musulman
qui a voulu lui rendre visite. Et elle s'est interrogée, est-ce que je peux le faire rentrer chez moi ou pas? Et le prophète lui a dit, tu fais comme tu veux. Et là, il y a un verset du Coran qui est descendu. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas combattu pour votre religion et qui ne vous a pas expulsé de vos demeures. An tabarruhum. Tabarruhum, c'est que vous soyez bienfaisant, c'est le même terme qu'on emploie en arabe, al-bir, al-walidain, pour les parents. Donc c'est extrêmement fort. Et que vous soyez équitable, car Allah certainement aime les gens équitables. Donc dans un contexte de guerre, Encore clair là. dans un contexte de guerre, lorsque les musulmans ils sont en guerre, et lorsque des versets sont venus demander aux musulmans de faire face à des gens qui voulaient les attaquer, eh bien regardez la juste mesure. Ah, attention, tout le monde n'est pas à prendre dans le même sac, et ceux qui vous font pas la guerre, ceux qui cherchent pas à vous nuire, eh bien etc. Alors, qu'est-ce que demande l'islam? Eh bien la bienfaisance et l'équité. La grande miséricorde. Ismaël Mounir est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous accorder encore 2 petites minutes parce que c'est très intéressant et là on est en train finalement de répondre à des questions qu'on se pose, que les auditeurs auditrices je pense se posent aussi. On est en train de vouloir que les musulmans se justifient par rapport aux pratiques de Daesh. On ne se justifie pas, on apporte des réponses claires ici sur France Maghreb 2. Donc éventuellement je laisse le temps de la publicité à tous les bien-pensants et à tous les journalistes de cette belle France, de ce beau pays, pour qu'ils aient enfin des réponses à leurs questions et qu'ils nous arrêtent surtout de raconter du grand n'importe quoi et d'inviter sur leur plateau et peut-être aussi d'avoir de quoi argumenter face à des interlocuteurs qui viendraient raconter des inepties en permanence, donc à la radio, à la télé, dans les journaux. Donc peut-être l'occasion nous est donnée. Ismaël Mounir, est-ce que vous voulez bien vous sacrifier 10 minutes encore? Inch'Allah, Inch'Allah. Très bien. Eh bien, vous restez là avec nous. On se retrouve juste après la pub pour la suite de notre entretien. On n'en oublie pas évidemment les coups de cœur de eh bien Monsieur Hakim et Yasser. Puis on va parler un peu d'actu aussi, hein, parce que il y a l'actu qui presse, qui est là. Je rappelle donc à propos de l'affaire Cahuzac tout à l'heure, le procureur a demandé 3 ans de prison ferme pour Cahuzac, 2 ans pour sa femme et 5 ans d'inéligibilité. La condamnation n'est pas encore tombée. Ni arrivé. Suspense, exactement. Yes, yes, Comme yes. le suspense de retrouver Ismaël Mounir dans un instant, mais j'ai encore quelques questions. Je suppose que vous aussi, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Sarmalek, délégué hospitalier avec Hakim Rahal, qui est toujours commerçant, chef d'entreprise. Pour le moment, présent. Ouais, voilà. Et notre invité, donc Ismaël Mounir, avec qui nous avons entamé une discussion en parlant de NKM, mais aussi pour parler de Daesh, bien entendu, ce qui fait l'actualité. D'ailleurs, ça tombe bien, monsieur Ismaël Mounir. Aujourd'hui, on annonce l'ouverture d'un centre de déradicalisation dans l'Indre-et-Loire. Le premier centre, visiblement, en France. Que faut-il faire et quel est votre rôle, vous, en tant que conférencier, prédicateur, imam, pour parler à cette jeunesse qui est complètement perdue. On apprend d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi qu'un 3e mineur a été arrêté et qui semblerait avoir été sur le point de commettre une attaque. On en est à 3 donc depuis quelques jours, sans parler des jeunes filles qui ont été arrêtées la semaine dernière à Boussy-Saint-Antoine et de nombreux cas. Que faut-il faire? Quel est votre rôle? Est-ce que vous en avez un d'abord à jouer? Est-ce que dans les mosquées aujourd'hui, j'allais dire les attentes pour répondre à cette problématique sont là? Est-ce que les imams ont pris conscience de la gravité de la situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, moi, j'ai pas fait d'études très poussées sur le sujet parce que je pense que quand on veut être sérieux, la première des choses serait de mener une étude pour essayer de se poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui a été à l'école de la République, qui a vécu en France, et il est prêt comme ça à vouloir tuer, à faire des attentats, etc. Donc ça, je pense que c'est une vraie question. Il y a une dimension sociologique, anthropologique, psychologique. Et ça, moi, j'ai pas, si vous voulez, tous les outils. Par contre, j'essaye de lire un certain nombre de personnes qui travaillent sur le sujet. Donc, par exemple, Dounia Bouzar ou François Burga, etc. Dounia Bouzar qui est alors là vraiment la détestée dans la communauté. Hein. Oui, peut-être, mais en tout cas, toujours est-il que moi, si vous voulez, quand je lis quelqu'un, je peux pas, c'est pas une démarche passionnelle. C'est une personne qui prétend avoir fait un travail sur le sujet. Donc, j'essaye de lire et de m'enquérir de ce qu'elle dit sur le sujet. Donc, on s'aperçoit déjà
que chez les spécialistes, il y a différentes approches. Certains qui nous disent que c'est multifactoriel. Il y a des questions qui relèvent de la géopolitique de la France, des questions qui sont liées à la ghettoisation de la France et de certains quartiers populaires, la question de l'échec de l'école, de la famille, etc. Donc dans tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, il y a tout un système et une multitude de causes. D'accord, on peut pas venir avec si vous voulez, des réponses simplistes qui font qu'à un moment donné, il y a une jeunesse qui est fragilisée. D'ailleurs, quand on parle de radicalisation, on s'aperçoit que le phénomène, il touche pas que les musulmans, puisque on peut s'apercevoir qu'il y a une multitude d'idéologies extrêmement mortifères d'extrême droite, etc. Et on voit une partie de la jeunesse française qui est sensible à ce genre d'idéologie où en fait il faudrait tuer tout le monde, etc. Donc on s'aperçoit que c'est un phénomène. Il y a quand même une par rapport à l'autre qui est passée à l'acte, si vous permettez. Oui, bien sûr, mais toujours est-il qu'on s'aperçoit que le phénomène, quand on parle de radicalisation, on ne parle pas forcément de meurtre. C'est une idée radicale, etc. C'est être en rupture totale avec la société, jeter l'anathème sur tout le monde, etc. D'accord ? Donc maintenant, moi, après, la question que je me pose, c'est qu'en tant qu'imam, qu'est-ce que je peux faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ? En quoi je peux être, si vous voulez, utile ? Eh bien, j'ai envie de dire, entre guillemets, à l'humanité, et dans un premier temps, les gens qui viennent écouter mes sermons, etc. Moi, si vous voulez, des jeunes qui prennent des idées radicales, etc., ce que je m'aperçois, c'est qu'une fois qu'ils ont bu ces idées-là, il n'y a plus de dialogue possible. D'accord ? Et d'ailleurs, on s'aperçoit que très souvent, les jeunes qui prennent ça, ils n'ont pas de culture religieuse, ils n'ont pas non plus d'études même dans le cadre des études profanes, etc. Et qu'ils prennent ça dans le cadre d'Internet. Donc quand ils viennent à la mosquée, ils viennent pas à la mosquée pour entendre mon sermon. Ils viennent simplement voir si est-ce que moi l'islam auquel j'appelle correspond à celui qu'ils ont eu sur Internet. Et si ça correspond pas, ils me jettent l'anathème. Ils me disent t'es un innovateur, t'es un mécréant, t'es un imam vendu. Donc il y a aucune discussion possible. Moi la question que je me pose c'est premièrement, qu'est-ce que je peux faire pour être attrayant et faire en sorte que les jeunes ils viennent dans ma mosquée et que je puisse leur donner les éléments, on va dire, un champ lexical, des concepts, une vision claire de la religion, une culture islamique. Et deuxièmement, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de comprendre en fait ces phénomènes de radicalisation pour ne pas être dans une démarche curative, mais dans une démarche préventive. C'est-à-dire, moi, j'estime que l'un des moyens les plus importants pour immuniser la jeunesse musulmane, c'est la formation et l'éducation. Et là, effectivement, je pense qu'en France, on a beaucoup de progrès à faire dans le domaine. Alors justement, ça tombe bien que vous parliez de ça parce que c'est vrai qu'ici, dans cette radio, on a pour objectif, pas pour objectif, mais en tout cas, on rappelle sans cesse que il y a effectivement un certain nombre de mosquées en France, mais il y a malheureusement pas assez d'écoles privées. Et qu'aujourd'hui, le curseur n'est pas assez centré sur l'éducation de nos enfants qui passerait par des écoles privées. On peut citer un exemple, c'est l'école Averroès de Lille, qui est un très bon résultat, d'ailleurs qui avait fait partie des meilleurs lycées de France avec le taux de réussite de 100% au bac. Donc les idées sont là, les expériences sont là. Pourquoi, encore une fois aujourd'hui, on assiste à essayer dans les différentes associations plus de monter des mosquées alors qu'il y en a quand même partout, plutôt que de se concentrer plus sur des écoles et penser, si vous voulez, non pas aujourd'hui mais à demain, en l'occurrence à nos enfants. Alors, moi, au risque de vous surprendre, je suis pas spécialement en phase avec cette idée. Déjà, premièrement, la différence entre une école et une mosquée, c'est que les enfants, s'ils n'ont pas d'école privée, ils ont toujours l'occasion d'aller à l'école de la République, l'école publique, d'accord ? La mosquée, si on construit pas de mosquée, les gens, ils ont nulle part où aller. Donc déjà, on peut pas mettre sur le même pied d'égalité, si vous voulez, la nécessité de la mosquée et la nécessité des écoles. Selon les instances françaises, on estime qu'il faudra encore 2000 mosquées. Même si c'est vrai qu'il y a eu un boom des mosquées, mais vous savez, quand vous partez de zéro, quand vous partez de rien, alors oui, on voit qu'il y a un boom des mosquées, mais ça fait que répondre, si vous voulez, à un besoin réel. C'est-à-dire qu'il y a un véritable besoin de mosquées. Et on estime qu'il faudrait... alors, les chiffres, ils datent, ils ont 2-3 ans, mais il y a 2-3 ans, on disait qu'il fallait encore 2000 mosquées pour combler les besoins. Ensuite, autre chose. Cette histoire d'école privée musulmane, en fait, est-ce qu'on peut considérer un système où les enfants, ils iraient à l'école française et qu'à côté de ça, il y a des centres culturels où les mosquées, en fait, elles donnent une éducation religieuse. On peut tout à fait envisager ce genre de système, d'accord ? Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on idéalise les écoles privées musulmanes. Les écoles privées musulmanes, elles sont loin d'incarner un modèle éthique. Par exemple, vous citiez l'école de Lille, Averroès.
Averroès, ils ont 100% au bac, mais le problème c'est que c'est une école privée, on paye et ils prennent les gens sur la base de 14 sur 20. Moi, si j'ai été, prof à l'éducation nationale, si vous me donnez des élèves en seconde qui ont 14 sur 20, et je vous dis ils ont eu 100% au bac, j'ai pas fait un exploit. Maintenant, la question qu'on peut se poser, concrètement, pour juger la qualité de l'école musulmane Averroès, concrètement, qu'est-ce qu'ils apportent d'un point de vue enseignement culturel, enseignement éthique musulmane. C'est sur ça qu'on devrait se poser. Quand on se pose sur ça, on s'aperçoit par exemple sur les bulletins, ils mettent pas éthique musulmane, c'est pas noté parce qu'ils veulent pas. Et donc c'est ça. Nos écoles privées, pour les lycées notamment, très souvent ça devient des boîtes à bac. Et moi j'ai même été confronté souvent à des situations où par exemple une école musulmane, alors c'est pas Averroès, je citerai pas son nom, d'accord, elle interdisait à un élève de se présenter en terminale pour le bac parce que ils étaient pas sûrs qu'elle puisse avoir qu'il puisse avoir le bac, et donc ils ont dit si tu vas te présenter et tu l'as pas, tu vas baisser nos statistiques, donc tu te présentes pas, ou alors tu te présentes en candidat libre. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en périphérie, l'islam de France, etc. Le problème c'est qu'en fait toutes ces questions-là c'est des questions sérieuses qui demandent réellement d'être, si vous voulez, avisées, de pas venir avec une approche partisane et d'essayer de regarder ce qui est le mieux pour la communauté musulmane. Alors qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui selon vous? C'est de continuer à construire des mosquées? Non, c'est pas ça. Déjà la première chose c'est qu'il faut déjà se poser la question des écoles. C'est-à-dire dans quelle mesure il faut une école musulmane. Est-ce que le fait de dire il faut des écoles musulmanes, est-ce que ça répond à tout le monde? Aujourd'hui les écoles musulmanes, elles se dirigent vers des systèmes qui sont élitistes. Ça coûte cher, c'est des boîtes à bac. Est-ce que ça correspond à la réalité sociologique de la masse des musulmans? C'est un début, Ismaël, ça s'appelle un début, ça. D'accord, mais manifestement non. Donc ça veut dire que si on veut focaliser tout l'argent de la communauté pour des projets en fait qui va correspondre uniquement à une élite, quelque part on est en train de se fourvoyer. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire de la majeure partie des jeunes musulmans qui vont continuer à aller à l'école publique? Est-ce qu'on peut pas trouver un système intermédiaire, c'est-à-dire de dire bah oui, ceux qui veulent des écoles musulmanes, bah ils en trouveront, mais c'est pas tout le monde qui voudront des écoles qui pourront mettre leurs enfants dans les écoles musulmanes. Qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on peut pas proposer en dehors des écoles de l'école de la République, eh bien des endroits où les enfants, eh bien ils peuvent faire du sport et si vous voulez ingurgiter ou apprendre des éléments de leur culture musulmane qui va leur permettre d'être bien dans leur culture musulmane et en même temps d'être bien en France. Mais c'est pas forcément, je comprends si je puis me permettre, c'est pas forcément le projet de l'éducation nationale. Et c'est bien pour ça qu'il y a des écoles privées catholiques et des écoles privées juives. Quand tu adresses en fait ce que tu dis, tu émets une critique constructive sur l'élitisme au sein de certaines écoles privées musulmanes. Mais moi je le prends de manière totalement décomplexée. C'est qu'un début, c'est un développement normal de la communauté musulmane en France. Ils ont besoin de vivre parce que l'école c'est pour un enfant, il va passer 8 heures par jour et donc il va en apprendre des choses. Il suffit pas d'aller faire après les 8 heures par jour 1 heure ou 2 heures par semaine dans une association culturelle musulmane pour un petit peu apprendre et apprendre certains réflexes. Non mais je suis d'accord, hein, mais regarde, il y a une différence. Il y a une différence entre le fait de dire que c'est un processus évolutif, c'est un début, etc. Bien sûr. Et le slogan qui est répété par beaucoup de monde de dire les mosquées c'est plus la peine, maintenant c'est les écoles. Non, ça c'est des extrêmes comme propos. Voilà. Et après déjà, moi j'estime qu'on n'a pas à opposer les écoles et les mosquées. Je pense que c'est simplement le besoin et la demande. Il y a des besoins, donc les gens réagissent, etc. Et maintenant par rapport aux écoles, la première chose c'est quel type d'école musulmane on veut faire, d'accord? Mais même dans l'école musulmane, il y a plusieurs visions, d'accord? Bien sûr, comme dans tout. Et après, il y a aussi une question qu'il faut se poser. Les enfants qui vont dans les écoles musulmanes, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben moi, je peux t'en parler. Et par exemple, beaucoup, quand ils vont dans les écoles musulmanes, qu'est-ce qu'ils te disent? Après, quand on va à la fac, on est perdu. Mais on est grave perdu. Il y a même, pour avoir visité beaucoup d'écoles musulmanes, c'est élever les enfants en autarcie. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des écoles musulmanes. Et tous les élèves des écoles privées catholiques. Non, mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'écoles musulmanes. Mais c'est-à-dire quand tu mets quelque chose en place, tu évalues. En définir la vision. Les avantages, les inconvénients. Il y a exactement une question de valeur, de vision, etc. Et je pense que là, tu parlais de processus évolutif. Les musulmans par rapport à ça, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire évoluer de ce point de vue-là. Monsieur Ismaël Mounir, merci en tout cas. Votre réflexion, je dois le dire, est très intéressante parce que
parce que moi je vous rejoins assez, même si je suis partagé finalement concernant les priorités de cette communauté, mais sur le fait que vous êtes un défenseur de l'école de la République. On y est tous passés, je crois, autour de cette table, et on a retenu que des bonnes choses. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, l'école de la République, elle est là, et on doit y être. Voilà, en être, et peut-être que le fait de créer des écoles privées musulmanes, c'est aussi peut-être, encore une fois, si j'ai bien compris votre propos, c'est de s'écarter un peu de ce vivre ensemble auquel on aspire, et puis qui peut avoir des conséquences, puisque vous nous disiez donc il y a quelques instants que lorsque les élèves se retrouvent en université, ils sont perdus, et c'est peut-être pas l'objectif. Je peux faire une dédicace, Christophe? Oui, vas-y, à Madame Martin, ma prof de 5e. Spéciale dédicace, Madame Martin, vous vouliez m'orienter en filière technique, je suis resté dans le général, j'ai eu tableau d'honneur au collège. Sartek. Merci en tout cas, monsieur Ismaël Mounir, d'être venu apporter des réflexions et surtout d'avoir parlé de NKM qu'on va continuer à surveiller. Mais bon, si j'en ai bien compris, si on en a bien compris vos propos, vous n'êtes vraiment pas du tout étonné. À très vite. En tout cas, monsieur Ismaël Mounir, merci d'avoir répondu à nos questions avec elle-même et j'allais dire même à l'écoute de la communauté franco-musulmane. Enfin, appelez-la comme vous voulez d'ailleurs. Et puis, eh bien, que nenni, cette déclaration donc d'intention de se présenter aux primaires a fait que Nathalie Kosciusko-Morizet eh bien, a littéralement changé de discours. Nous a même inventé d'ailleurs un nouveau courant religieux, le koufarisme. Vous l'avez connu, elle est de Longjumeau, Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos liens, enfin, ce qui vous a rapproché d'elle? Alors, elle n'est pas de Longjumeau, mais il se trouve qu'elle a été maire de Longjumeau. Oui, c'est pour ça que je parle de Longjumeau. Voilà, ouais. Elle a été maire de Longjumeau, mais sinon elle est pas. C'est une parachutée, quoi. Voilà, elle est pas native de Longjumeau et elle habite pas Longjumeau. Ouais. Donc moi, à l'époque où Nathalie Kosciusko-Morizet était maire, il se trouve que le président de l'association musulmane c'était mon frère, ouais. Et moi j'étais responsable du. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est l'heure de retrouver notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios, il s'est déplacé et c'est tout à son honneur aussi, monsieur Ismaël Mounir qui est un prédicateur, imam, conférencier. Monsieur Ismaël Mounir, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios sur France Maghreb 2. Merci à vous de m'accueillir. On a souhaité échanger un petit peu avec vous parce qu'on est un peu inquiet concernant les dérives de Nathalie Kosciusko-Morizet qui est, on le rappelle, la seule candidate qui fait partie du casting qui vont se présenter donc aux primaires des Républicains les 20 et 27 novembre prochains. J'avais eu à titre personnel l'occasion de l'interroger lorsqu'elle était candidate à la mairie de Paris. J'avais l'impression d'une femme qui était assez sincère avec culte. Donc dans ce cadre-là, on a une mosquée qui est très petite dans un pavillon. Et avant que Nathalie Kosciusko-Morizet arrive aux affaires, eh bien, on avait déjà des relations avec la mairie en place. Et donc, elle, quand elle est arrivée, elle s'est insérée dans un processus et on a continué les bonnes relations, les relations citoyennes, cordiales qu'on avait avec la mairie d'avant. On a continué sur la lancée avec Madame Kosciusko-Morizet. Qui était à l'écoute? Oui, elle était à l'écoute. D'ailleurs, dans son équipe municipale, il y avait des gens qu'on connaissait très très bien. Certains étaient de confession musulmane, d'autres non. Et donc, naturellement, avant même les élections, elle s'est présentée à nous pour qu'on puisse faire connaissance, etc. Et elle a écouté nos doléances, etc. On a essayé de faire connaissance et ma foi, c'était plutôt bien parti. Bien parti, vous dites? Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le maire d'avant, c'était une personne qui au début voulait pas nous recevoir. Et à force de courrier, etc., on a réussi à entamer un vrai dialogue et je pense qu'on a réussi sincèrement à le faire évoluer. Ah bon? Or, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, on était dans la même démarche. On s'est dit c'est l'occasion aussi de rencontrer des responsables politiques de premier plan et de discuter avec eux et de leur montrer que en fait les musulmans de France, ça peut être tout à fait des musulmans très attachés à leur religion, mais aussi des Français à part entière et très attachés à la fois à la France, à la culture française. Donc on voulait nous sortir d'un discours porteur d'une vision dichotomique où il y aurait des Français de confession musulmane d'un côté et des Français qui seraient pas de confession musulmane d'un autre côté. Et on voulait être, nous, si vous voulez, incarner une vision un peu plus harmonieuse de la société française. Et c'est bien parti. Il y a eu un virage. Non, en fait, alors moi je vous donne c'est un ressenti personnel, ça n'engage que moi. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Je pense que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, même lorsqu'elle était maire de Longjumeau, c'est une personne qui est très ambitieuse et qui avait, si vous voulez, eh bien des aspirations plus nationales. Et par conséquent, peut-être que Longjumeau c'était juste provisoire et un tremplin.
Et donc, je pense que dans sa manière de gérer la ville de Longjumeau, notamment par rapport à la communauté musulmane, elle avait très peur que une chose qu'elle puisse faire au niveau local puisse être avoir des répercussions. Voilà, au niveau national. Donc, avec nous, par exemple, elle avait des positions de principe où elle voulait bien nous aider, mais il fallait pas que trop ça se sache, etc., que ce soit un peu caché, etc. Et puis, dans son discours aussi.